Alors, bonsoir, je suis très honorée donc, de faire cette conférence et de clore ce cycle de conférences consacré à la lustrerie. Et donc ce soir, donc, le thème de cette conférence est Cristal et lumière, donc, du XVIIIe siècle à l'Art déco. Alors, cette conférence va traiter des rapports entre le cristal et la lumière, puisqu'il y a des rapports qui sont assez étroits en raison des spécificités en fait, du cristal. Et le fil conducteur sera donc l'entreprise Baccarat, donc du XVIIIe siècle en fait, à l'Art déco, avec des résonances qui vont jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, nous établirons les similitudes et les différences entre le cristal de roche et le verre. Et puis, dans un second temps, nous essaierons de voir pourquoi la Lorraine, en fait, est un territoire qui est historiquement lié à une tradition verrière, qui a donné naissance à plusieurs verreries et cristalleries de renom, qui existent toujours. Et ensuite, nous nous pencherons sur la production donc, de Baccarat à partir du XVIIIe siècle, qui va refléter en fait l'évolution donc, des usages, que ce soit dans le domaine des arts de la table, de la lustrerie et puis dans une moindre mesure en fait de l'habitat. Donc nous allons aussi traiter évidemment donc, de l'essor de la bourgeoisie et de ce qu'on appelle la codification de la manière de recevoir, notamment à table, qui va bien sûr permettre à Baccarat comme à d'autres entreprises de ce secteur de prospérer. Et puis nous terminerons en étudiant, en voyant plusieurs exemplaires donc, de lustres qui reflètent en fait l'évolution des techniques et puis bien sûr des styles, puisque Baccarat, donc, c'est bien sûr une entreprise, je dirais, de biens de consommation de luxe, mais qui évidemment produit avant tout donc, des objets esthétiques et qui donc sont liés aux tendances artistiques qui vont parcourir ces époques. Alors, donc pour commencer, je dirais que le cristal, en fait, est issu de deux origines différentes. Donc d'abord, le cristal de roche et le verre. Et cette histoire, en fait, comporte aussi une grande part de hasard qui est associée à des éléments naturels et bien sûr au feu. Alors, le cristal de roche, donc vous avez un exemplaire ici, c'est une pierre naturelle qui est en fait le quartz transparent, donc à l'état naturel. Et c'est en fait une gemme qui était considérée comme une merveille de la nature, donc depuis l'Antiquité. Et donc ses caractéristiques principales sont sa transparence et sa dureté, qui lui permettent d'être gravées et taillées. Donc très tôt dans l'Antiquité, on a gravé et taillé le quartz, donc le cristal de roche. Et donc cette gravure et cette taille, en fait, sont deux opérations de décor qui consistent à retirer de la matière. Donc, je vous montrerai des exemples plus tard, mais lorsque l'on taille donc un quartz et plus tard un cristal, en fait, on va tailler donc, en profondeur lorsque l'on taille, et beaucoup plus en surface lorsque l'on grave. Et donc, le cristal de roche est employé dans de nombreux objets d'art. Donc, vous avez ici un exemple avec ce vase couvert qui est conservé au musée du Louvre au département des objets d'art, qui s'intitule Judith et Holoferne ou Suzanne et les vieillards, donc qui date du XIVe siècle, XVe siècle et seconde moitié du XVIe siècle. Donc, je répète, il est en cristal de roche gravé, avec une monture en or émaillé noir, blanc et bleu. Et en fait, ce cristal de roche qui est monté, en fait, est bien entendu sublimé à la fois par la monture et par sa gravure. Et cet objet, en fait, faisait partie de la collection de gemmes de Louis XIV. Donc, c'est un objet qui est extrêmement précieux, un objet d'art extrêmement précieux. Vous avez ici un autre exemple, deux autres exemples, puisque c'est une paire de girandoles qui est conservée ici à l'hôtel de la Marine. Donc, ce sont deux luminaires, en fait, dont les différents éléments en cristal de roche ont été taillés. Donc, on peut apercevoir ici donc en fait, ce sont des chaînes
qui permettent de relier entre eux les différents éléments. Donc vous avez des plaquettes sous forme de poires, et puis vous avez donc des perles, et donc bien sûr une structure en bronze doré qui soutient donc ces différents éléments de lustrerie. Et donc en fait, très tôt, le cristal s'associe avec la lumière, puisque les particularités en fait, du cristal de roche sont de réfracter la lumière. Alors, je vais maintenant vous parler du verre, qui est un matériau qui est essentiellement composé donc, de silice, de potasse et de chaux, qui vont entrer en fusion, donc à une température aux alentours de 1300-1400 degrés, et qui vont créer une matière visqueuse qui va pouvoir être travaillée, donc en étant soufflée depuis l'invention de la canne, donc au 1er siècle après Jésus-Christ au Proche-Orient. Et donc cette découverte, en fait, cette innovation est révolutionnaire, puisqu'elle va permettre de souffler des formes creuses en injectant, si vous voulez, de l'air en fait, dans la matière. Donc ça, c'est vraiment une révolution qui permet donc toujours, évidemment, aujourd'hui, de souffler des formes creuses, notamment des verres, des coupes, etc. Et donc le verre, en fait, serait vraisemblablement apparu donc, il y a à peu près 4000 ans ou 5000 ans entre l'Égypte et la Mésopotamie, tout à fait par hasard. Donc on n'a pas de traces, comme bien souvent dans les innovations, de la découverte de nouveaux matériaux, mais voilà, il est apparu à peu près il y a 4000 ans ou 5000 ans, et ce hasard est d'ailleurs mis en évidence dans l'histoire naturelle donc de Pline l'Ancien, dans le livre 37 en fait. Donc Pline l'Ancien a écrit son histoire naturelle donc, au 1er siècle après Jésus-Christ, et donc il raconte une légende qui est très belle, qui serait que le verre aurait été découvert donc, fortuitement en Syrie par des caravaniers phéniciens. Donc, ces caravaniers phéniciens transportaient des marchandises, notamment des pains de natron, qui sont des pains de carbonate de soude, enfin très proches du carbonate de soude aujourd'hui, qui étaient utilisés notamment pour le tannage des cuirs, entre autres, ou pour la préparation des momies. Et donc ces caravaniers phéniciens ont fait une halte donc, sur une plage qui était à l'embouchure d'un fleuve qu'on appelle le Bélus. Et pour préparer leur repas, en fait, donc ils faisaient chauffer une marmite et ils ont eu besoin de surélever leur marmite. Donc ils ont bien entendu utilisé du bois. Et en fait, sous l'action du feu, eh bien, le sable et le natron se sont mélangés. Et donc des ruisseaux de matière visqueuse seraient apparus qui correspondraient, selon Pline, au verre. Sauf qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas possible, dans la mesure où la quantité de bois n'était absolument pas suffisante, en plus à l'air libre, pour atteindre ce point de fusion entre 1350 et 1400 degrés. Donc ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est avéré, c'est que les premiers objets en verre datent de 1500 ans avant Jésus-Christ et sont opaques. C'était en fait un matériau qui était très précieux, le verre, et il était utilisé dans l'emploi de perles pour réaliser des flacons et puis progressivement pour réaliser des gobelets. Et donc il va falloir attendre le 5e siècle pour voir apparaître du verre transparent en Perse. Et donc cette quête de la transparence, en fait, jalonne l'histoire du verre et du cristal. Et c'est cette même transparence, en fait, qui va caractériser, donc là on est plusieurs siècles plus tard, au XVe siècle, donc à Murano. Vous avez un verrier qui s'appelle Angelo Barovier, qui arrive à mettre au point ce qu'on appelle le verre cristallo, donc, qui tire son origine donc, bien sûr du mot cristal, et qui est un verre très fin, extrêmement léger et surtout très transparent. Pardon.
Et sa transparence en fait était similaire au cristal de roche, d'où son nom. Et cette transparence en fait était obtenue à l'aide de matières premières extrêmement pures en provenance d'Égypte et de Suisse. Alors vous avez un exemple ici d'une coupe qui a été réalisée donc en cristallo, qui a été dorée donc, et émaillée. Donc ce sont ces différentes traces, de couleur et d'or que vous pouvez voir. Qui comporte les armoiries donc, au centre, enfin, au creux et au centre de cette coupe, qui est conservée au département des objets d'art du musée du Louvre et qui a été réalisée entre 1513 et 1534. Donc c'est une coupe qui est très transparente, même si elle n'atteint pas encore la perfection qu'il y aura un tout petit peu plus tard, donc au XVIIe siècle. Donc un autre exemple de verre cristallo, qui est une coupe, alors verre cristallo pour la matière, et qui est en fait ici donc une coupe plate avec, avec une jambe qui est composée donc d'un nœud au centre et qui montre à quel point les verriers donc, de la lagune à cette époque-ci avaient atteint un degré de perfection. Alors, il y a évidemment une histoire très intéressante qui concerne donc, les verriers de Venise et de Murano. Donc, pendant très longtemps, les verriers étaient installés à Venise. Et puis, pour des raisons de sécurité liées à l'emploi du feu, les verriers ont été ensuite délocalisés, entre guillemets, à Murano. Et en fait, leur savoir, lié en plus à leur maîtrise de ce qu'on appelle les miroirs, faisait qu'on leur demandait de garder secrètement leur secret de fabrication. Et donc, voilà, leur excellence était telle que des exportations avaient lieu dans toute l'Europe, aux grandes dames un petit peu plus tard de Colbert sous Louis XIV, qui voulait percer notamment donc, à la fois le secret des miroirs. Et voilà. Et donc, cette volonté de percer le secret des miroirs a amené, si vous voulez, à la fois des espions, et puis donc la venue d'agents, si vous voulez, de la cour de Versailles pour essayer donc de débaucher des verriers de la lagune. Donc certains, évidemment, sont partis, même si leur famille était menacée de représailles, et donc progressivement se sont installés en France pour diffuser leur savoir, et ce qui a permis notamment la création des glaces que vous pouvez voir dans la galerie des glaces de Versailles, et puis bien sûr la création de la verrerie de Saint-Gobain. Et puis vous avez un autre type de verre qui apparaît aussi, donc cette fois-ci en bohème, qui est très proche en fait du cristal de roche. C'est pour ça qu'on l'appelle le cristal de Bohème, qui est inventé au début du XVIIe siècle. Et donc ces caractéristiques sont si proches du cristal de roche, donc à la fois la dureté, la transparence, l'éclat, que en fait on a du mal à le différencier donc du cristal de roche. Et donc les propriétés de ce verre sont telles qu'il est très facile de le graver à la roue, et cette gravure à la roue, en fait, comme j'en ai parlé tout à l'heure, était réservée aux pierres dures, mais à partir du XVIIe siècle, cette gravure à la roue peut se faire donc sur le cristal de Bohème. Et donc, ce cristal de Bohème pouvait aussi, bien sûr, être employé pour réaliser différents éléments de lustrerie qui permettaient donc d'amplifier la source lumineuse en jouant avec la lumière. Et donc, le cristallo comme le cristal de Bohème vont participer en fait aux exportations, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure pour Murano, de leur production dans différents pays d'Europe. Et la Bohème, en fait, la production bohémienne était fortement structurée et était très facilement exportée, en fait, était extrêmement dynamique. Et puis, la donne change, puisque vous avez un nouveau verre qui, cette fois-ci, est créé
en Angleterre, donc au XVIIe siècle, qui va être à l'origine en fait du cristal que l'on utilise aujourd'hui. Donc le cristal en fait c'est un verre au plomb qu'on appelle communément cristal, qui est découvert par un verrier anglais qui s'appelle George Ravenscroft et qui le découvre encore une fois par hasard, donc à la fin du XVIIe siècle, à la suite en fait de l'interdiction du roi Jacques Ier d'Angleterre d'utiliser le bois comme combustible pour faire chauffer les fours, puisqu'il souhaite alors réserver le bois à l'exploitation, à la réalisation de bateaux pour ces chantiers navals. Donc cela pose un problème aux verriers puisqu'ils ne peuvent plus employer le charbon de bois comme combustible pour faire chauffer les matières premières, mais du charbon. Et donc cela provoque une fumée en fait, qui se dégage et qui va altérer la qualité du verre. En fait, donc les matières premières sont disposées dans ce qu'on appelle des creusets, qui sont des pots en terre réfractaire et qui sont chauffés. Et donc pour atteindre le point donc, de fusion, c'est-à-dire le moment où les matières premières vont se mélanger et fondre, eh bien, il faut une certaine température. Et donc en chauffant ce charbon, eh bien, en atteignant ce point de fusion, cela dégage trop de fumée qui altère donc cette composition. Alors, pour éviter ceci, au début, il a l'idée de couvrir ces pots en terre réfractaire, sauf que le point de fusion est trop compliqué à atteindre, et donc, par hasard, il a l'idée d'ajouter de l'oxyde de plomb en grande quantité, et c'est comme ça, en fait, que le cristal est né. Alors, le cristal, c'est donc, comme vous l'avez compris, un verre particulier qui est composé de 24% d'oxyde de plomb dans sa composition. Chez Baccarat, il y en a à peu près 30%. Et ce pourcentage en fait, d'oxyde de plomb va permettre de donner au cristal à la fois son poids, sa pureté, son éclat et sa sonorité. Donc je pense que certains d'entre vous, petits, se sont amusés à faire une pitchounette sur un verre en cristal, ou même pour essayer de savoir si le verre est en cristal ou en verre, eh bien, c'est seulement quand le verre est en cristal qu'il va sonner. Et donc, à partir donc, de ce moment-là, donc, le cristal, enfin, est produit. Et en France, on va découvrir, si vous voulez, son secret de fabrication en 1782. Ce sera en Lorraine et ce sont donc les verriers de Saint-Louis qui vont le mettre au point. Et donc, ce cristal va progressivement être employé pour réaliser un certain nombre de produits de luxe, notamment des services de table, également, bien évidemment, donc, des luminaires qui vont être particulièrement appréciés par à la fois l'aristocratie et la bourgeoisie. Alors, ici, vous avez un ensemble donc, de 3 carafes et d'un verre qui ont été réalisés par l'entreprise Baccarat à peu près dans les années 30. Et donc, j'ai sélectionné cette photo parce que là, on a un très bon exemple en fait, des différentes tailles qui ont été employées pour décorer ces éléments. Donc la taille, c'est cette technique dont je vous ai parlé au début, qui consiste à retirer de la matière. Et donc là, vous avez différents motifs. Donc ici, vous avez ce que l'on appelle une taille diamant, qui reprend les motifs de la pointe de diamant. À côté, vous avez également une taille diamant, mais de micro-diamant. Et puis, donc, que ce soit au bas de cette carafe ou au niveau du col, vous avez ce que l'on appelle une taille côte plate, donc qui est plus simple, si vous voulez, visuellement. Et donc, ces différents motifs, en fait, permettent, donc, bien sûr, de décorer ces objets et également de jouer avec la lumière. Et puis, en ce qui concerne les bouchons donc, de ces carafes,
Donc ils ont une forme de poire et sont taillés en biseau. Donc là encore, il y a un vrai jeu de lumière et puis une perfection dans le décor qui est atteinte. Et donc nous partons maintenant en Lorraine, qui est en fait un territoire qui est étroitement lié en fait à la tradition verrière en raison en fait de l'abondance de ces matières premières. Donc parmi les matières premières, donc, vous avez la silice qui est issue de son sol, qui est très riche en sable gréseux, donc qui contiennent du grès. Vous avez également donc de la potasse qui est extraite des cendres de fougères. Vous avez bien sûr l'argile en abondance qui est nécessaire pour les creusets donc, qui seront chauffés dans les fours. Et puis bien sûr, vous avez le bois des forêts qui est utilisé comme combustible pour fondre les matières premières. Et donc les premiers ateliers de verrerie remontent au IIIe siècle. Et les verriers à cette époque-ci sont itinérants. Au Moyen-Âge, ils vont essentiellement réaliser et produire des vitraux. Il y a une forte demande de vitraux au Moyen-Âge. Et puis au XIVe siècle, progressivement, au fur et à mesure de la venue des verriers vénitiens et puis plus tard des verriers bohémiens, ces verriers vont se familiariser avec d'autres techniques, par exemple la fabrication du verre plat et la fabrication du verre creux. Et progressivement, donc, une transmission des savoir-faire, donc de génération en génération se passe et vont contribuer à l'essor donc, de l'économie locale. Les verriers vont se sédentariser donc, à la fin du XVIe siècle. Et jusqu'à la guerre de 30 ans, ils vont produire et prospérer. Et donc le retour à la paix, donc cette fois-ci au XVIIIe siècle, donc, va permettre aux verriers de s'implanter et donc de créer progressivement donc, les verreries que l'on connaît, notamment celles de Saint-Louis et de Baccarat en Lorraine, qui existent bien sûr toujours. Et donc j'arrive à Baccarat, qui est donc cette cristallerie dont les origines en fait remontent en 1760. Donc au départ c'est une verrerie et non pas une cristallerie. Et donc cette verrerie au départ est créée donc en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, dans un petit village donc, qui s'appelle Baccarat. Et qui est situé sur le bien temporel en fait, d'un évêque qui est l'évêque de Metz. Et la population vit de l'exploitation des forêts alentours qui alimentent en fait, comme combustible des salines qui sont les salines de Rosières, puisqu'en fait, pour obtenir du sel, on fait chauffer de l'eau. Sauf qu'à un certain moment, donc on est en 1760, les sources en fait, qui alimentent ces salines perdent leur degré de salinité et donc il n'y a plus de débouché possible pour le bois. Et donc cet évêque se dit que ce serait intéressant donc, de créer une usine à feu et donc une verrerie pour exploiter à nouveau ce bois, d'autant plus que les importations, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit de verre vénitien ou de verre bohémien sont très importantes. Donc il fait sa requête auprès du roi Louis XV, qui accepte bien sûr cette installation. Et donc, progressivement, du verre à la fois à vitre, comme on dit, et de la gobeletterie, donc des gobelets, sont produits. Vous avez des verriers qui sont débauchés à la concurrence pour former cette main-d'œuvre originaire du village de Baccarat.
Donc progressivement, cette entreprise va se consolider. Donc tout à l'heure, j'avais évoqué le fait que les verriers se transmettent des savoir-faire de génération en génération, et c'est le cas, et c'est toujours le cas. Donc devenir verrier ou décorateur, donc c'est-à-dire tailleur, graveur ou ciseleur, en fait, demande énormément de temps. Il faut toujours à peu près 8 années, si vous voulez, de formation pour devenir un verrier, un tailleur ou un graveur. Et cette transmission donc, des savoirs se fait à la fois par l'apprentissage et puis bien sûr par la pratique. Puisque donc, ce parcours est extrêmement long, les savoir-faire demandent une acquisition très lente pour obtenir en fait des savoir-faire d'excellence, donc je dirais à la hauteur des qualités du cristal. Et donc très tôt, cette entreprise a développé ce qu'on peut appeler une politique sociale pour conserver en fait l'excellence de ces savoir-faire. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de voir cette manufacture ou peut-être lors de reportages, mais son architecture en fait est très révélatrice justement à la fois de cette politique sociale et à la fois de cette volonté de préserver les savoirs et liée également aussi aux spécificités de la matière. Donc en fait, peut-être que vous pourrez voir, enfin voilà, je n'ai pas choisi d'image pour vous montrer la manufacture, mais vous avez donc, imaginez donc un grand rectangle. Au fond de ce rectangle, vous avez la halle, donc là où sont travaillées les matières premières, enfin, où sont fondues les matières premières, et où est ensuite façonné donc, le cristal à chaud. Et puis donc de chaque côté en fait de ce rectangle, vous avez les habitations des verriers, puisque pendant très longtemps, le verre, le cristal était fondu en continu, et donc les verriers, une fois que le mélange était prêt pour être travaillé, pouvaient être appelés à n'importe quelle heure du jour et donc de la nuit. Et donc pour qu'ils puissent arriver très rapidement, il était absolument nécessaire qu'ils soient logés à proximité. Et donc cette politique sociale est donc à l'origine en fait de la préservation des savoir-faire et aura lieu extrêmement longtemps, avec tout un tas donc, de mesures au moment où il n'y avait pas, bien sûr, au XIXe siècle, même au début du XXe siècle, de sécurité sociale, etc. Donc tout ceci pour préserver cette main-d'œuvre à même de garantir en fait, l'excellence de sa production. Alors, ici, vous avez un verre emblématique qui s'appelle le verre Harcourt, qui est un verre avec un décor de côte plate et un bouton, lui aussi taillé, donc qui date de 1841 et qui est vraiment emblématique de la production dans ces années-là. Alors, je reviens à Baccarat. Donc on est maintenant au début du XIXe siècle. On ne produit pas encore du verre, mais à partir de 1800, on ne produit pas encore du cristal, on produit du verre. Et en 1816, la donne change, puisque vous avez un industriel et chimiste qui s'appelle Aimé Gabriel d'Artigues, qui devient le nouveau propriétaire de Baccarat. Et donc cet industriel et chimiste va jouer un rôle très important, puisque donc, en fait, c'est l'ancien directeur de la verrerie royale de Saint-Louis, et donc grâce à lui, la verrerie va commencer à produire du cristal. Et puis en 1823, il y a un nouveau changement. Donc vous avez 3 associés en fait qui rachètent la cristallerie, et parmi ces 3 associés, vous avez donc un administrateur et un polytechnicien, et donc je dirais ce couple, enfin cette alliance entre ingénieur et administrateur va perdurer jusqu'à la fin du Second Empire et va permettre à Baccarat une très grande stabilité et en même temps une politique qui est tournée vers les innovations et le développement économique de ces marchés.
Donc l'idée, en fait, c'est de mettre au point de nouveaux procédés techniques qui vont vraiment être déterminants donc, dans la création de nouveaux modèles. Alors, ils vont aussi absorber la concurrence, donc aider des entreprises en difficulté, mais pour mieux les absorber par la suite. Ils vont être très proches aussi de la cristallerie Saint-Louis, puisque ensemble, donc là, on est à peu près en 1857, ils vont créer un dépôt parisien, en fait, donc près de la gare de l'Est, dans le quartier où vous aviez donc des marchands de porcelaine, de verriers aussi et de cristalliers, puisque donc la proximité avec la gare de l'Est, en fait, permettait d'acheminer donc en train les cristaux. Et donc nous sommes aussi donc, au début de la révolution industrielle, et donc la mécanisation intervient pour permettre donc, de produire un peu plus rapidement, sans renier bien sûr les savoir-faire manuels. Et chez Baccarat, il y aura toujours, et comme dans d'autres cristalleries ou verreries de l'époque, l'apport de la machine pour aider le travail manuel. Et donc à cette époque-ci, Baccarat donc, va participer à ce que l'on appelle la première exposition des produits de l'industrie française. Donc on est en 1923 et cette exposition va avoir lieu tous les ans jusqu'à ce que les expositions universelles interviennent. Donc la première a lieu en 1855 en France, la première c'était en 1851 donc à Londres, mais la première à Paris a lieu en 1955 et puis elle va être présente en 1867, en 1878 et va montrer des pièces extraordinaires à côté d'une production beaucoup plus courante sur laquelle nous reviendrons. C'est aussi l'époque où on va mettre au point une nouvelle technique qui est la gravure chimique, qui permet en fait de créer des décors sous l'action en fait, si vous voulez, donc d'un bain d'acide qui va mordre des parties à décorer qui ont été préalablement enduites de bitume. Donc voilà, vous avez tout un tas d'innovations qui vont se mettre en place, notamment l'apport de la force hydraulique. Donc pour tailler par exemple ce verre, donc soit les verriers, les tailleurs utilisent des roues, donc dans différents matériaux, par exemple le grès ou le corindon. Et en fait, donc à cette époque-ci, donc dans la première moitié du XIXe siècle, donc à peu près en 1824, ils vont utiliser des tours munis de roues qui vont être actionnées par la force hydraulique. Auparavant, c'était seulement actionné par la force de leurs pieds, mais à partir de 1824, ça va être actionné donc, par la force hydraulique. Alors, dès les origines, Baccarat se spécialise en fait dans le secteur des arts de la table. En fait, elle profite de ce que la table devienne un lieu de pouvoir et d'apparence pour satisfaire la demande d'une clientèle bourgeoise. Donc, la bourgeoisie, donc après la Révolution et cette nouvelle classe sociale qui émerge, qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que le XIXe siècle se passe. Et elle cherche à imiter le mode de vie aristocratique et veut montrer sa réussite sociale. Donc c'est à cette époque que des contrats se signent, donc à table. C'est toujours le cas, bien sûr, aujourd'hui. Et donc vous avez aussi donc une codification des manières de recevoir. Vous avez aussi une codification des usages. C'est à cette époque-ci que le service dit à la russe arrive en France. Et donc, vous avez donc maintenant, donc en face de chaque convive, vous avez une assiette. Et puis, derrière cette assiette ou devant, en fonction de là où on est placé à table, vous avez donc un alignement de verres avec à chaque fois
un verre spécifique à chaque boisson. Donc le plus grand est le verre à eau, ensuite vous avez le verre à Bourgogne, le verre à vin de Bordeaux, et puis après vous aurez la flûte à champagne, le verre à liqueur, etc. Et progressivement vont apparaître tout un tas d'objets liés à la table, que ce soit l'huilier ou le vinaigrier, pour contenir l'huile et le vinaigre, également donc des récipients pour contenir les condiments. Donc à chaque usage, en fait, apparaît un objet bien spécifique. Il en est de même donc, pour les brocs et les carafes qui sont également taillées, gravées, etc. Pour des boissons qui se prennent en dehors des repas. Voilà, donc vous avez, en fait c'est la même chose aussi pour l'entreprise Christophe, c'est-à-dire qu'à chaque nouvel usage apparaît un nouveau type de couvert. Alors, il y a également donc un autre secteur sur lequel Baccarat se positionne assez tôt. Donc, on est en toujours 1824. Et donc, elle va investir un nouveau secteur pour elle, qui est celui de l'éclairage, en commercialisant ce que l'on appelle des pièces de lustrerie détachées. Alors, au-dessus de vous, si vous voulez bien lever la tête, donc vous avez 8 lustres qui comprennent 36 lumières qui ont été réalisées donc, en cristal de Bohême. Et donc ces différents lustres ont une structure en bronze doré et sont ornés de ce que l'on appelle des éléments de lustrerie détachés. Donc vous pouvez... donc vous voyez ce qui ressemble à des bougies. En dessous, vous avez, j'espère que je ne vais pas me tromper, la bobèche qui tient à la bougie. En dessous, le binet. Donc c'est cette petite coupelle qui permettait auparavant, avant l'électrification, de recevoir les coulures de cire. Et puis en dessous, vous pouvez apercevoir donc, ce qu'on appelle des pampilles, ces fameux éléments de lustrerie détachés. Donc vous pouvez apercevoir des rosaces. Ensuite, vous avez donc des plaquettes. Et enfin, en dessous, vous avez donc une boule à facettes. Et donc, tous ces éléments ont été taillés. Et donc, ils permettent, comme vous pouvez le voir, donc, de réfracter la lumière. Donc, imaginez, nous sommes au 19e siècle. Vous avez la flamme des bougies qui vacille et, et dont la lumière est renvoyée par ces différents éléments. Alors, j'en reviens donc à cette lustrerie détachée. Donc, vous avez ici donc Baccarat commercialisait donc ces différents articles. Donc, vous avez sur différentes pages de ce catalogue, donc ces plaquettes que je vous ai présentées ici. Vous pouvez apercevoir donc des plaquettes en forme de poire. Par exemple ici, ou de pommes. Également tout un ensemble de boules, comme vous pouvez en voir ici, de clochettes, là je n'en vois pas. Alors, vous avez par contre des clochetons. Alors, ce sont les éléments, il y en a quelques-uns verticaux, je ne sais pas si vous les voyez. Ça ressemble un peu à une construction. Voilà, donc ça, ce sont les clochetons. Et puis là, sur ce document, vous pouvez apercevoir des palmettes, en dessous des poignards. Donc vous avez un vocabulaire en fait très riche, à l'image de tout ce que cette entreprise pouvait produire en matière de lustrerie détachée. Pour décorer et orner des lustres. Alors, elle a beaucoup fourni en fait au départ des bronziers, donc, qui réalisaient donc, la structure des lustres, notamment le bronzier Thomire ou Ferdinand Barbedienne, donc au XIXe siècle.
Et donc elle a continué jusqu'à ce qu'elle produise donc elle-même ces structures en bronze. Alors ici, donc, vous avez un exemple d'un lustre qui se trouve, pardon, c'est un bras, pardon, ce n'est pas un lustre en fait, c'est un bras, donc une applique, non pardon, il n'y a pas d'applique, qui est conservé donc au musée du Louvre, qui date voilà, de 1861, qui est composé de 24 lumières, avec un décor de feuilles d'acanthe et qui illustre donc cette collaboration, si vous voulez, ou cette livraison donc, de cristaux, cet approvisionnement de cristaux auprès de bronziers parisiens à cette époque. Donc ces différents éléments de lustrerie ont pu être réalisés également grâce à l'apport de la machine. Donc soit ils pouvaient être taillés à la main, comme la paire de girandoles que je vous ai montré au départ, donc en cristal de roche. Et puis grâce à l'apport de la machine, donc, pour aller un petit peu plus vite face à la forte demande, de nouvelles techniques ont pu être utilisées. Par exemple, le soufflage dans un moule, c'est-à-dire que le verrier donc, utilise donc, la canne métallique, donc il prélève une quantité de matière que l'on appelle une paraison, et donc debout, il va souffler dans un moule qui a déjà une forme. Et donc, si cette forme-là, si la forme voulue est ornée d'un décor taillé, eh bien, il y aura ce décor qui aura été réalisé donc, dans ce moule, et donc en soufflant donc, dans ce moule, la paraison donc, en verre va être imprimée, si vous voulez, va être imprimée de ce décor. Il y a aussi ce qu'on appelle le pressé moulé, où selon le même principe, vous avez donc une quantité de cristal qui est introduite dans un moule, qui va ensuite être pressée, donc notamment par un système de vis. Et puis, à cette époque-ci, vous avez aussi un verrier qui est devenu phthisique et qui a ce qu'on appelle inventé un système assez ingénieux qu'on appelle la pompe robinet, qui est donc de placer un piston donc, à l'extrémité de la canne. Et donc, évidemment, donc là, le souffle du verrier est remplacé par l'air du piston et donc était directement injecté dans le moule. Donc, ces différentes innovations techniques permettent donc à Baccarat de pouvoir produire et de fournir donc, les différents bronziers pour orner leur lustre et ensuite ses propres lustres lorsqu'elle commencera à les produire. Alors, ici vous avez une paire donc de flambeaux à deux bras, donc en cristal clair qui a été taillé. Et donc, vous pouvez apercevoir ce que l'on appelle des verrines pour protéger en fait la flamme des bougies, puisque quand il y avait des courants d'air, les flammes des bougies pouvaient s'éteindre. Alors aujourd'hui, elles sont seulement décoratives, voilà, mais lorsque les éléments sont électrifiés, ici ce n'est pas le cas. Ce sont vraiment donc des bougeoirs, des flambeaux destinés à contenir des bougies. Donc à cette époque-ci, en fait, il est très courant de trouver donc, ce genre d'objets à table, à la fois pour la décorer et l'éclairer. Et puis donc, dans les demeures les plus, je dirais, fastueuses, donc les palais, les hôtels particuliers, eh bien, vous aviez donc des lustres, comme vous pouvez en apercevoir ici. Donc ici, c'est un lustre qui possède 90 lumières et qui forme un ensemble avec en tout 10 appliques. Alors, donc en cristal clair qui a été taillé,
Donc vous pouvez apercevoir ici des clochettes, en haut des poignards, et puis vous avez donc ces différents éléments qui sont donc des perles qui ont été assemblées pour former des chaînes. Et les différentes branches en fait créent ce qu'on appelle un décor bambou tors, donc assez utilisé. Et voilà, donc voilà cet ensemble extrêmement majestueux qui a été présenté donc à l'exposition, excusez-moi, à une exposition universelle, puisque donc Baccarat, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, avait deux types de production, donc une production exceptionnelle, donc réalisée pour ces fameuses expositions universelles, vous savez, qui étaient des sortes de concours en fait entre les nations. Et puis donc aussi des réalisations exceptionnelles pour des commanditaires, donc des clients particuliers. Et puis à côté de ça, une production plus courante, même si luxueuse, dont on voit les traces donc dans ces différents catalogues commerciaux. Et donc ces différents produits de cette production un peu plus courante étaient commercialisés donc, dans les grands magasins, par exemple, les magasins de nouveautés, que ce soit à Paris ou en province, même chez des fleuristes aussi. Voilà, donc progressivement, donc, vous avez aussi un système commercial qui se met en place, assez puissant, puisque vous aviez donc, des commerciaux que l'on appelait donc, des voyageurs de commerce qui sillonnaient en fait la France et qui aussi allaient à l'étranger. Et donc chaque voyageur de commerce avait sa zone géographique attitrée et donc très régulièrement allait visiter donc, un marchand, également un hôtel, puisque Baccarat avait une clientèle d'hôtels, donc que ce soit pour des lustres, que ce soit pour des services de verre et différents articles liés à la table, et que ce soit aussi également donc, pour tout ce qui concerne donc, l'éclairage. Donc, j'ai parlé des lustres, mais c'était la même chose pour des candélabres et pour des lampes. Et donc progressivement, donc, au fur et à mesure on avance dans le temps, vous allez avoir donc avec la seconde révolution industrielle l'apparition donc du pétrole, le gaz qui est là également aussi, qui vont donc nécessiter donc des adaptations techniques en fait. Puisque à cette époque-ci, il n'y a pas encore la domination de l'électricité. Ça veut dire que la clientèle est friande autant de luminaires électrifiés que de luminaires pouvant fonctionner au gaz ou au pétrole. Et donc, oui, excusez-moi, je voulais vous montrer ce lustre qu'on appelle le lustre Zénith, qui est toujours commercialisé aujourd'hui, qui a été créé dans les années 1840. Donc on retrouve au niveau ce qu'on appelle des branches, et j'ai oublié de vous parler des branches, je crois, donc qui sont en cristal clair transparent, avec ce décor de bambou tors, et en fait les branches sont creuses. Donc, a priori, Baccarat est la première à avoir creusé donc, les branches de ces luminaires pour faire passer les fils électriques. Donc, ce qui permet de toujours commercialiser des lustres qui ne fonctionnaient auparavant qu'avec les bougies. Donc cela permet aussi, donc lors de la dernière conférence, je pense qu'on vous a montré, je crois, d'autres exemplaires de lustres avec les branches qui sont retournées, parce que bien sûr que quand il y avait des bougies,
enfin, là, même s'il n'y a pas de bougie, la forme est la même, mais on ne peut pas retourner les bougies. Donc forcément, les branches montent vers le haut, alors qu'avec, par exemple, le gaz, avec l'électricité, excusez-moi, on peut créer des formes un peu plus novatrices. Ici, vous avez un exemplaire d'une création, je dirais, assez célèbre. Donc c'est une paire de une paire de candélabres, dit candélabres de la tsarine. Donc il y a, voilà, qui fait suite aussi à un autre candélabre très connu qui est le candélabre du tsar. Donc ces candélabres ont été exposés à l'exposition universelle de 1867 et là encore donc, on peut voir l'excellence des tailleurs qui ont conçu ces objets absolument extraordinaires en termes de technique, où là, encore une fois, avec la taille et puis ces différents éléments de lustrerie, on met en valeur le cristal et les effets qui sont produits pour mettre à la fois en valeur la lumière et le cristal. Alors ici vous avez également donc, une page à nouveau d'un catalogue commercial. En fait, je l'ai sélectionné parce que vous avez donc des exemples de lampes portatives fonctionnant donc au pétrole et donc leur forme est tout à fait spécifique. En fait, ça ressemble un peu aux lampes Berger. Je ne sais pas si vous connaissez ces lampes. Donc là, vous avez un récipient en fait en cristal pour contenir donc le pétrole. Et puis vous avez donc ce dispositif avec un globe et puis donc une cheminée pour protéger donc à la fois la flamme et les odeurs. Et donc ces différents éléments étaient plutôt, je dirais, utilisés dans l'intimité, comme lampe de chevet, lampe pour éclairer un piano. Et puis, dans un autre domaine, Baccarat va aussi produire, je pense que vous connaissez, des garnitures de toilettes. Donc, ce sont ces éléments que l'on disposait dans les cabinets donc, de toilettes, composés donc, de différents flacons. Donc souvent en moulure bambou tord, je suis sûre que vous connaissez. Donc ce sont des flacons, je dirais un peu comme ça, surmontés d'un bouchon et ils allaient avec un baguier, avec un porte-brosse, un porte-peigne. Voilà, donc Baccarat investit aussi cet univers-là. Et puis, un petit peu plus tard, va investir l'univers du flaconnage de parfums. Donc, avant ça, donc, je voudrais vous présenter cet extraordinaire lustre. Ah non, pardon, excusez-moi, je voulais vous montrer ce lustre crinoline. Donc en fait, qui est vraiment lié en fait à l'essor de l'électricité, où vous avez plusieurs ampoules en fait qui sont cachées derrière ces différentes pendeloques, pampilles, ce qui n'était pas possible en fait auparavant avec la bougie. Donc voilà, c'est un lustre de forme crinoline et donc au-dessus vous avez tout un décor de palmettes et puis donc des chaînes constituées de perles et puis de poignards. Alors, je voulais vous parler donc de ce lustre absolument extraordinaire qui est en fait un lustre donc, en cristal à la fois clair. Vous avez aussi donc, des éléments qui ont été réalisés donc, en cristal rouge, doublés de cristal opale. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ces différentes techniques. Et puis on retrouve toujours donc, ces poignards, ces différentes pampilles dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc des clochettes, des rosaces, etc.
Alors, vous avez, en fait, d'un point de vue technique, plusieurs éléments importants en fait, qui vont se produire dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Donc, surtout, vous avez un ingénieur qui s'appelle François-Eugène de Fontenay, qui est un ancien élève de l'École centrale des arts et manufactures et qui s'intéresse énormément à la couleur et à ce que l'on appelle la coloration du verre et la technique du doublage. Donc la technique du doublage, en fait, ça consiste à souffler du cristal d'une certaine couleur, donc essentiellement c'est du cristal clair, et par-dessus, en fait, on va souffler une couche de cristal coloré, ou l'inverse. Et quand la matière en fait, va être retirée sous l'action de la taille ou de la gravure, la couche qui est en dessous apparaît. Donc cela permet donc, de créer des effets chromatiques. On peut aussi tripler le cristal. Et donc c'est grâce à cet ingénieur qui arrive donc, à Baccarat donc, en 1840. Donc c'est cet ingénieur donc, qui va introduire en fait la couleur chez Baccarat. Et donc parmi voilà, les objets colorés et les couleurs employées, vous avez ce qu'on appelle le fameux rouge Baccarat, qui est obtenu à partir d'un précipité de sel d'or, puisqu'en fait donc, les couleurs dans le domaine du verre, mais c'est pareil en fait pour les émaux, notamment dans le domaine de la porcelaine, sont obtenues à partir de différents oxydes métalliques. Donc ici vous avez l'emploi donc, de l'or pour obtenir ce fameux rouge Baccarat qui aujourd'hui en fait signe tous les lustres qui sont produits, puisque vous avez toujours une petite pampille en fait rouge qui est accrochée à ces lustres et qui est donc sa signature. Alors ici donc vous avez l'emploi donc de cristal rouge pour ces fameuses bobèches avec de la dorure qui a été appliquée. Donc la dorure est obtenue à partir donc, de poudre d'or, donc 24 carats, qui est en fait voilà, appliquée au pinceau et qui est ensuite recuite pour la fixer. Alors oui, vous avez aussi un liant et voilà, et un élément fixateur ajouté donc, à ce mélange. Vous avez ce qui est blanc, donc ce qu'on appelle le cristal opale ou overlay en anglais, et ce cristal en fait imite la porcelaine. Et donc les origines de ce cristal opale remontent à Murano, donc à la Renaissance à peu près. Et donc, si vous connaissez l'histoire de la porcelaine, donc la porcelaine aussi, c'est une histoire qui est faite de hasard. Donc, pendant très longtemps, les Chinois étaient les seuls producteurs de porcelaine dans le monde, donc exportaient en nombre leurs objets, notamment des vases. Et puis, vous avez donc un roi, donc je ne vais pas me tromper, je crois que c'est le roi de Saxe, qui voilà, travaillait avec un alchimiste et qui, par hasard, a percé donc, le secret de la porcelaine qui permet, donc, dans une matière extrêmement belle et translucide, de réaliser toutes sortes d'objets. Et donc, Murano, donc, avant cela, a produit donc, un verre d'aspect blanc laiteux. Et donc Baccarat, à la suite, en fait, produit donc, un verre sans plomb qui est translucide, donc ça veut dire qu'on peut voir, comme sur un objet en porcelaine, la lumière à travers quand on place l'objet face à une source lumineuse. Et donc ce cristal opale est produit à partir de 1842. Sa composition est très riche en silice. Et puis au cours de la fusion, vous allez avoir des bulles de gaz qui vont se développer. Alors, je voudrais maintenant vous parler... pardon, je vais la grossir.
Voilà, donc ici, vous avez donc un dessin qui est un dessin préparatoire pour un lustre à 140 verrines, donc qui a été réalisé donc en 1858. Et donc, j'ai voulu vous présenter ce dessin parce que donc, il a été réalisé bien sûr par des dessinateurs, mais que cet atelier, en fait, ce bureau donc, de dessin était extrêmement important. En fait, les dessinateurs, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, donc dans toutes les manufactures d'art de l'époque, jouent un rôle extrêmement important. Donc d'un point de vue stylistique, pendant très longtemps, le goût était dicté par la cour, et à la suite de la Révolution, en fait, il n'y a plus de souverain, bon, même s'il y a eu la Restauration, mais si vous voulez, il y a une suppression des corporations, et donc on arrive à ce que l'on appelle, je fais vraiment des raccourcis, hein, on arrive à ce que l'on appelle l'éclectisme. Donc c'est cette tendance qui est que sur un même objet, on va accumuler plusieurs références stylistiques qui appartiennent à des époques différentes, et donc ce qu'on appelle le bon goût disparaît. Et donc sous Napoléon III, en fait, la question du dessin, de l'enseignement du dessin devient primordiale pour que, à nouveau, soient créés des objets, on va dire, un peu plus élégants, plus novateurs en termes de décor, de motifs, et donc l'enseignement, la question de l'enseignement devient primordiale. Donc Baccarat va créer son propre atelier de dessin, donc à Paris notamment en 1857, en même temps qu'elle installe son dépôt parisien. Et donc ce bureau de dessin était fondamental, puisque lorsque des clients étaient reçus pour recevoir leurs commandes, eh bien, des dessinateurs voilà, réalisaient pour le client, enfin, si vous voulez, mettaient sur le papier, entre guillemets, les désirs des clients. Ensuite, ces dessins étaient transmis directement à la manufacture afin de réaliser des cotations, et puis la réalisation de moules, donc si vous voulez, qui étaient des sortes de maquettes, avant que ces différents objets soient réalisés en cristal, puis décorés. Donc Baccarat ouvre son école. Donc la première trace en fait, de l'école date à peu près de 1869. Et donc dans cette école, en fait, cette école était fréquentée par tous les apprentis, donc que ce soit verriers, tailleurs, ciseleurs. Donc en fait, ces enfants avaient à peu près l'âge entre 12 et 15 ans et fréquentaient à peu près 3 ans cette école. Et puis, un petit peu plus tard, une classe ouvre pour les femmes. Alors, on ne parle pas beaucoup des femmes dans les manufactures. Il n'y avait pas de femmes verrières, enfin des manufactures de verre ou de cristal, il n'y avait pas de verrières ou de tailleurs ou de graveuses. Mais par contre, elles étaient extrêmement présentes pour tout ce qui concerne les décors peints. Donc que ce soit la dorure ou les décors émaillés. Et donc il fallait donc aussi former ce personnel féminin pour réaliser donc, les décors peints donc, à l'or ou émaillés. Alors, on arrive très progressivement donc, à la fin du XIXe siècle, et puis à ce que l'on va appeler donc, la période Art Nouveau, donc d'un point de vue stylistique. Alors, donc à la fin du Second Empire, Baccarat est une entreprise prospère, extrêmement prospère en fait, qui compte à peu près 1 million d'ouvriers, donc ce qui est absolument phénoménal par rapport à aujourd'hui. Et elle doit, je dirais, donc sa longévité, ses différents succès, donc à cette fameuse alliance dont je vous avais parlé entre un administrateur, donc un financier si vous voulez, et un ingénieur. Et voilà. Et donc cet ingénieur en fait va avoir une fille qui va se marier donc
avec un descendant d'un administrateur, etc. Et donc, voilà, vous avez une vraie transmission à la fois de l'histoire de l'entreprise, de son identité et de ses savoir-faire qui a cours jusqu'à la fin du Second Empire. Et puis, vous allez avoir ce que l'on appelle une récession économique, qu'on appelle la Grande Dépression, qui va intervenir, qui ne va pas être facile en fait pour un bon nombre de manufactures, mais Baccarat va s'en sortir en fait en ayant recours à la machine. Baccarat va aussi connaître une crise de recrutement de sa main-d'œuvre, mais elle va également s'en sortir à chaque fois en développant des stratégies de fidélisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui seront énormément à l'œuvre à cette époque. Et surtout, elle va investir un nouveau secteur qui est le secteur du flaconnage de parfumerie. Donc c'est une époque où évidemment les parfums au cours du Second Empire se développent. Le secteur de la parfumerie est un secteur en pleine expansion avec l'apport de la chimie, où vous avez des nouvelles fragrances qui sont inventées. Et donc bien sûr le flaconnage en cristal s'accorde évidemment très bien avec ce produit de luxe qui est le parfum. Et puis progressivement, vous allez avoir ce que l'on appelle la mode des couturiers parfumeurs. Donc là, je fais un saut dans le temps, mais on est au début, fin 19e, début 20e siècle, avec le premier couturier parfumeur qui est Paul Poiret. Vous avez une exposition en ce moment au Musée des Arts Décoratifs. Et puis, il y en aura d'autres, Gabriel Chanel, etc. Même si ce n'est pas un couturier parfumeur, mais il y a le parfumeur Guerlain aussi, qui a énormément de succès sous le Second Empire, qui passe commande de flacons. Donc, grâce à ces différentes commandes, Baccarat franchit allègrement, entre guillemets, cette période de récession. Et à cette époque-ci, vous avez ce qu'on appelle la vogue de l'Art Nouveau, qui est une période extrêmement novatrice d'un point de vue artistique et de la production d'objets. Et vous avez l'école de Nancy qui est extrêmement active dans l'est de la France, pas très loin de Baccarat, avec notamment Daume, Victor Prouvé, Émile Gallet, etc. Sauf que Baccarat, c'est une entreprise dont la production est plutôt destinée à une bourgeoisie qui a des goûts assez classiques. Et donc, sa production, finalement, va demeurer classique avec quelques exceptions. Donc là, au niveau de la lustrerie, vous avez ce lustre et cette applique qui ont été réalisés aux environs de 1909, où là vous pouvez voir apparaître des motifs floraux typiques de cette période, même si nous sommes loin bien évidemment des courbes que l'on peut apercevoir dans différents objets, des objets en verre notamment chez Daume, notamment chez Gallet aussi, qui a fait un travail de recherche très approfondie sur le verre, les effets produits par l'introduction de différents éléments dans le mélange vitrifiable, et qui ont créé ce qu'on appelle la marqueterie de verre. Alors, Baccarat va donc un petit peu produire des objets d'inspiration Art Nouveau. Donc là, vous avez un exemple, si vous voulez, avec ces deux objets. Elle aura une production un peu confidentielle, je dirais, un peu plus recherchée, avec des vases, notamment des effets de gravure à l'acide. Un petit peu de décor de femmes avec les cheveux qui ondulent. Mais ce sera une production assez discrète. Donc vous avez ici un autre exemple avec ce lustre à crinoline, où là encore, vous avez un petit peu plus la présence de la courbe, au niveau des éléments en bronze. Par contre, vous pouvez vous rendre compte que ce lustre est électrifié,
puisque donc, vous avez ces globes qui sont retournés, voilà, et qui permettent, dont la position est permise par l'électricité et donc les ampoules. Alors, je vais terminer cette conférence en vous parlant de la période Art déco, donc qui commence en fait aux alentours de 1910. Donc nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale, et donc les courbes de l'Art nouveau en fait sont considérées comme moins modernes, moins novatrices. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous avez des voix qui s'élèvent en France. Et qui réclament davantage donc, de créativité. Et puis vous avez pas très loin l'Allemagne, avec voilà, différentes associations de créateurs et d'industriels qui produisent des objets beaucoup plus sobres, donc avec des lignes droites. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le Deutscher Verbund, les ateliers viennois, et donc qui vont présenter leur production. Donc là, on est en 1910 au Salon d'automne à Paris, et donc à ce moment-là, on se rend compte que la France n'est plus, sa production en termes artistiques n'est plus aussi novatrice. Alors, la Première Guerre mondiale est clos, et donc au lendemain, donc en 1918, va se mettre en place ce fameux style Art déco dont on parle tant aujourd'hui puisque nous célébrons son centenaire. Et donc vous allez avoir apparaître donc, des formes droites, beaucoup plus sobres. Et chez Baccarat, cela va se traduire donc, par notamment donc, ce lustre qui est tout à fait impressionnant, donc, qui date de 1925, qui a été présenté donc, à cette fameuse exposition des arts décoratifs et industriels modernes, et qui est donc ce lustre jet d'eau, qui est composé donc, d'une multitude de chaînes de pampis, donc, qui sont des perles, et qui représentent, si vous voulez, une cascade. Et donc Baccarat avait à ce moment-là, donc, lors de cette exposition, son propre pavillon, donc, dans lequel était exposé ce lustre qui possède 156 lumières. Et donc ce pavillon avait été aménagé par un artiste décorateur qui s'appelle Georges Chevalier. Et donc Georges Chevalier va collaborer à partir des années 1910 jusqu'aux années à peu près fin 60, début 70, donc avec Baccarat. Et donc ce Georges Chevalier, en fait, c'est donc un artiste décorateur. Donc un artiste décorateur à cette époque-ci, c'est l'ancêtre du designer d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va réaliser donc, des dessins qu'il va ensuite vendre à différentes entreprises, donc que ce soit des entreprises de porcelaine, des verreries, des cristalleries. Et ensuite, donc, ces dessins seront donc réalisés. Et donc Georges Chevalier, en fait, a un passé extrêmement pour Baccarat. Alors Baccarat, en fait, n'était pas du tout friand de l'art déco, puisque donc l'art déco, voilà, peut être défini, donc j'ai dit tout à l'heure, par des formes sobres, et dans le domaine donc, de la verrerie ou du cristal, par des objets quasiment sans décor, donc quasiment sans gravure et quasiment sans taille. D'ailleurs, il y a très peu d'objets taillés à cette époque chez Baccarat. Et donc, en fait, la taille et la gravure permettaient de masquer des petites imperfections. Donc, à cette époque-ci, Baccarat n'est pas friand du style art déco, sauf que, comme ce style est à la mode, il est présent partout, donc que ce soit pour la production de luxe que pour la production plus courante qui est dans les grands magasins, eh bien, Baccarat décide donc de s'adjoindre voilà, la collaboration de ce grand artiste décorateur qui est Georges Chevalier et qui va moderniser complètement sa production. Alors, il n'est pas le seul à collaborer avec Baccarat, vous en avez d'autres, notamment Georges Dunem,
qui va aussi travailler, qui va proposer ses dessins à la manufacture de Sèvres. Vous avez apparemment, parce que j'ai trouvé que peu de traces, mais a priori c'est une femme dont le nom est Vesque, et puis un autre artiste décorateur du nom de Maréchal. Donc ceci pour vous dire que Baccarat va puiser donc, une modernité en collaborant avec des artistes extérieurs, donc des dessinateurs voilà, qui sont finalement les ancêtres des designers aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Baccarat continue donc de collaborer avec des artistes, que ce soit des designers ou autres, qui lui permettent donc de toujours rester, comme on dit, à la pointe de la modernité. Et donc il y a une collaboration qui a eu beaucoup de retentissement, qui est celle avec Philippe Starck, lorsqu'en 2003, Baccarat a déménagé en fait son siège commercial, qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, situé près de la gare de l'Est, donc rue de Paradis, dans le 10e arrondissement, et qui a donc voulu se rapprocher du monde du luxe, donc dans le 16e arrondissement, place des États-Unis. Et donc Philippe Starck a été chargé de l'aménagement et aussi a transformé le lustre Zénith qui était en cristal clair en cristal noir. Et donc cette collaboration a lancé, si vous voulez, la vogue du noir dans le domaine de la verrerie. Vous avez un flacon de parfum voilà, d'une marque qui s'appelle Narciso Rodriguez, qui c'est aussi couvert de noir. Voilà, donc juste pour terminer, vous avez vraiment donc, une filiation entre aujourd'hui et la période Art déco avec l'apport de ces différents artistes extérieurs. Et puis Baccarat produit toujours donc, ces différents lustres, notamment le lustre Zénith que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en fait un classique parce que Baccarat, même si est à la pointe de la modernité avec ses différentes collaborations, c'est aussi donc, une entreprise qui satisfait donc, une clientèle au goût assez classique.